Salut tout le monde et bienvenue pour cette 4e partie de la Rétro Transformers dédiée aujourd'hui au film live et il y en a pas moins de 7. Au début des années 2000, le réalisateur de clips, Joseph Kahn, propose à Sony une première idée de film. Au début vaguement intéressé, le projet s'effondre devant l'idée de Don Murphy de réaliser en 2003 un film centré sur G.I. Joe. Sauf que bon, à l'époque, il y a la guerre en Irak et c'est pas vraiment le moment de faire ce genre de film. Et du coup, la franchise Transformers revient sur le devant de la scène par l'intermédiaire de la responsable du département cinéma d'Hasbro, Carol Monroe. Puis Tom DeSanto, qui s'était fait connaître en tant que producteur du film Un élève doué, ou encore du film X-Men du début des années 2000, rejoint la production. Un pseudo-pitch est réalisé et le film est annoncé officiellement en juin 2003. En 2004, le réalisateur Neil Blomkamp, auteur de District 9, Elysium, Chappie et plus récemment Gran Turismo, réalise une pub visuellement très impactante, celle-ci. Et là on se dit ouais, des Transformers live, c'est possible, même si cette pub n'a pas de lien direct avec le film. Et c'est durant la même année que DreamWorks remporte les droits du film, et bien sûr, avec Steven Spielberg comme producteur. John Rogers, l'auteur du scénario de Catwoman, est alors choisi pour s'occuper du scénario. Finalement, il est remplacé l'année suivante par Alex Kurtzman et Roberto Otti. Ce changement de dernière minute est certainement dû au résultat calamiteux de la belle Féline. Alors à ce moment-là, Alex et Roberto, c'est quand même mieux, il faut l'avouer. Certes, il y a Hercule et Xena dans le CV, mais il y a aussi et surtout Alias, The Island, de Michael Bay justement, et la légende de Zorro. Il y a plus d'expérience derrière ces deux-là donc. Et les deux bonhommes, ils pètent tout et ils recommencent. Spielberg lui s'occupe de convaincre Michael Bay de réaliser le film, qui dans un premier temps refuse, avant d'accepter à condition de le rendre réaliste et de s'affranchir de la logique de jouet. Et Michael, à ce moment-là, c'est de la grosse production américaine. Bad Boys, The Rock, Armageddon et Pearl Harbor. Ceci fait, les premiers noms du casting commencent à transpirer. Shia LaBeouf, Peter Cullen reprend la voix d'Optimus, tout va bien jusque-là. Hasbro de son côté travaille ardemment puisque l'entreprise met en place l'école de Transformers pour l'ensemble de la production, histoire qu'ils comprennent de quoi on va causer. Et c'est ça qui va convaincre Michael Bay, et à ce moment-là qu'on décide quels Transformers seront retenus dans le film. Le souci, c'est que l'apparition de véhicules dans un film nécessite aussi d'avoir les bonnes licences et les droits qui vont avec. Et donc forcément, quand on utilise une Porsche, il faut négocier. Par exemple, Bumblebee est censé être une coccinelle à la base. Or, Volkswagen ne voulait pas associer son produit à un film de guerre, c'était l'excuse. Donc les producteurs ont opté pour une Camaro. De son côté, l'armée américaine a soutenu le film et a fourni soldats et véhicules. Cette forte implication n'est pas sans conséquence, puisque la production acceptera un droit de regard sur le script. La bande originale est composée par Steve Jablonsky, qui a déjà bossé avec Michael Bay sur The Island, et qui est à l'œuvre sur le reboot de Massacre à la tronçonneuse. Quant aux effets spéciaux, ils sont assurés par ILM, la boîte créée par George Lucas. Tout est donc prêt pour réaliser cet immense blockbuster aux 150 millions de dollars de budget. Et le succès est là. 5e du box-office mondial en 2007, 11e en France où il est plutôt critiqué, mais bon, il est largement rentabilisé avec 710 millions de dollars. L'histoire commence avec un Decepticon qui attaque une base américaine au Qatar. Aux States, le jeune Sam Witwicky achète une Camaro, il fait le coup de la panne à Michaela, jouée par Megan Fox, et tout ce petit monde est embarqué dans une guerre qui les dépasse complètement. Les Autobots débarquent et scannent les véhicules du coin pour prendre leur forme alternative. C'est à ce moment-là qu'on découvre que les Autobots sont en guerre contre les Decepticons qui recherchent le Allspark, un cube d'énergie. Et la clé de sa localisation est dans les lunettes de l'aïeul de Sam, car le hasard, il fait super bien les choses, comme souvent. Passé le temps d'exposition, vient alors l'armée américaine, représentée par Josh Duhamel, et donc la castagne qui va avec. Il y en a dans tous les sens, c'est nerveux, ça explose, c'est bien foutu, c'est du Michael Bay quoi. Megatron finit par crever, le Allspark est détruit, et la Terre est préservée, les Autobots vivent en harmonie avec les humains, les Decepticons survivants s'enfuient, Starscream part vers l'espace, tout va bien. Tout est prêt d'ailleurs pour l'arrivée du 2e opus. Sorti 2 ans plus tard, Revenge of the Fallen est une suite directe et on prend les mêmes pour recommencer. 17 000 ans avant Jésus-Christ, les hommes affrontent le déchu, le Fallen en anglais, qui est techniquement un Prime, c'est-à-dire un chef des Transformers. Ah ouais, il déconne pas, il est condamné carrément. Alors à notre époque, une alliance Autobot-humain poursuit les Decepticons rescapés du premier film et d'autres qui débarquent. De son côté, Sam Witwicky va à la fac mais trouve par hasard un petit morceau de Allspark
qui donne vie à des robots électroménagers. Bumblebee le sauve et Sam remet les fragments à sa copine et se barre à la fac, inconscient du fait qu'il vient de foutre sa copine en danger. Pendant ce temps, le conseiller à la sécurité nationale vient mettre le boxon dans l'alliance humain-autobot en demandant le départ de ces derniers. Alors que ça marchait super bien, hein. Sam arrive à la fac et rencontre Alice, dont son coloc conspirationniste tombe amoureux. Sauf qu'Alice, c'est un pretender, hein, et si vous vous en souvenez, ce sont des jouets Transformers qui essaient de se faire passer pour des humains. Et puis en plus, Alice, c'est un Decepticon, hein. Mais ça, on le saura que plus tard. Soundwave récupère le fragment de Allspark et part dans les abysses laurentiens pour ressusciter Megatron. Ouais, ses restes étaient là-bas. Megatron part alors pour Saturne et découvre une nouvelle armée de Decepticons organisée par Starscream, qui, je le rappelle, était parti dans l'espace. Megatron se présente alors devant son maître et créateur, The Fallen, qui lui dit que même si le Allspark a été détruit, toutes ses connaissances sont dans le cerveau de Sam. Le hasard. S'ensuit alors quelques péripéties, Alice dévoile sa vraie nature et les Decepticons essayent de tuer la Terre. Mais finalement, ils ne tuent que Prime, ce qui est déjà pas mal. The Fallen se révèle aux humains et exige alors la livraison de Sam par Chronopost. S'ensuit alors une chasse à l'homme et une aventure où Sam doit comprendre le mystère des symboles qu'il voit depuis le début du film. On apprend ensuite par Jetfire, un vieux Transformers, qu'il y a des milliers d'années, les Prime et les Transformers sont arrivés sur Terre pour construire un appareil qui crée de l'énergon, en détruisant un soleil. Sauf qu'il y a une règle, c'est qu'il ne faut pas détruire des planètes avec des êtres vivants. Vous la sentez la référence à Galactus là? Et au surfeur d'argent? Bon voilà, un des Prime, The Fallen, il l'entend pas ainsi et il tente d'activer la machine. Et les autres Prime ont pris la matrice de commandement qui permet d'activer le bordel et ils l'ont scellé avec leur corps. Le souci dans tout ça, c'est que seul un Prime peut vaincre The Fallen. Et le dernier Prime, je viens de vous le dire, il est mort. Mais c'était sans compter sur l'ingéniosité de Sam, qui est le seul à avoir l'idée d'utiliser la matrice pour ressusciter Optimus. Et là, attention, ça va aller très vite. Finalement, les héros découvrent le tombeau des Primes, mais la matrice est en poussière. On est en Égypte. Les Decepticons débarquent, gros combat, Devastator s'en prend à la grande pyramide qui entoure la machine qui avale les soleils, Sam meurt, mais il a une vision, la poussière de la matrice, il est l'élu qui doit sauver l'autre élu, Optimus Prime. Du coup, Sam, il ressuscite, et la poussière redevient matrice. The Fallen arrive, pile poil au même moment par téléportation, il vole la matrice, et c'est la grosse merde. Mais Jetfire, qui va une deuxième fois justifier sa présence, donne ses pièces à Optimus Prime ainsi que son Spark. Optimus peut maintenant voler et rivaliser avec The Fallen, qu'il tue après avoir battu Megatron. Fin de l'histoire. Ouf. Sorti en 3D en 2011, le film se déroule 3 ans après le second. Autobots et humains continuent de bosser ensemble et découvrent un étrange artefact à Tchernobyl, ce qui laisse supposer à Optimus que le gouvernement américain n'est pas très sympa. D'ailleurs, c'est ce truc-là qui a causé la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Avant cela, dans une galaxie lointaine, il y a bien longtemps, Sentinel Prime tente de quitter la planète Cybertron à bord de l'Arche, et il s'écrase sur la Lune en 1961. Il a dérivé dans tout l'univers, mais le hasard, encore lui, veut qu'il s'écrase sur notre Lune. C'est génial le hasard. Et d'ailleurs, c'est à cause de ça que les hommes essayent d'aller sur la Lune, hein. Et donc, en 69, les Américains découvrent qu'ils ne sont pas seuls dans l'univers. Donc là, nous, on découvre quand même qu'il y a 2 gros événements du XXe siècle provoqués par les Transformers. Alors moi, je m'attends à ce qu'on nous annonce que Nagasaki et Hiroshima, c'est de la faute de Megatron, hein. Bref, Optimus, il est pas content, il va sur la Lune, il réactive Sentinel Prime. De son côté, Sam galère, en plus Michaela l'a quitté parce que Megan Fox, son interprète, est partie de la franchise. Mais pas de panique, il a une nouvelle copine dans la personne de Carly Spencer. Le hasard de l'écriture scénaristique, encore lui, fait qu'il découvre une conspiration humain-Decepticon et que Sentinel Prime est le seul à pouvoir réactiver le pont spatial vers Cybertron. Il découvre qu'en plus ce dernier est un traître et qu'il s'est rallié à Megatron. Un pont vers la Lune est activé et plein de Decepticons restés cachés attaquent la Terre. S'ensuit plusieurs péripéties. Sentinel oblige les Autobots à quitter la Terre, leur vaisseau est détruit par Starscream. Fin de l'histoire, la Terre est morte. Non, je plaisante, en fait Optimus s'était caché. Finalement Optimus affronte Sentinel, Carly, car il faut bien qu'elle serve à quelque chose, tombe sur Megatron, arrive à le convaincre qu'il ne pourra jamais régner tant que Sentinel sera là. Du coup lui aussi il s'énerve et va fracasser Sentinel qui avait pris le dessus sur Optimus en lui coupant le bras. Le pont vers Cybertron est détruit par Bumblebee, Megatron propose une trêve à Optimus qui l'accepte selon le protocole cybertronien. Que deviendrais-tu sans moi? C'est ce que nous allons voir.
Ouais, c'est comme ça. Sentinel se repent, mais il est à son tour exécuté par Optimus qui décidément ne rigole pas dans ce film. La Terre est sauvée et la première trilogie Transformers s'arrête ici. Bouleversement du casting pour ce nouveau film sorti en 2011, Michael Bay reste aux commandes, mais cette fois-ci c'est Mark Wahlberg qui devient le protagoniste principal. Gros succès mondial aussi pour le film, avec une rentabilité d'1 milliard de dollars, mais par contre, niveau critique, c'est la catastrophe. 18% sur Rotten Tomatoes. On se retrouve quelques années après le premier, tous les Transformers sont traqués par l'organisation de la CIA Cemetery Wind, les humains tentent de construire leurs propres Transformers, et on fait la connaissance d'un nouveau protagoniste, Cade Yeager, bricoleur du dimanche. Et là, on découvre une autre influence des Transformers sur la Terre, ou plus précisément de leur créateur. Il y a 65 millions d'années, ils terraforment la Terre et provoque ni plus ni moins que l'extinction des dinosaures. Rien que ça. De son côté, Cade arrive à dénicher Optimus Prime, assez mal en point. Cemetery Wind les retrouve et le méchant Decepticon Lockdown débarque également. Au final, la bande à Cade s'en sort, Optimus canne un nouveau camping-car et les Autobots se réunissent à Monument Valley. Ils sont clairement blasés d'être poursuivis par les humains et ne comprennent absolument pas pourquoi ils sont alliés à ces Decepticons. Une entreprise de Chicago gérée par Joshua Joyce essaye de créer des Transformers en utilisant la technologie retrouvée sur les dépouilles des combats précédents, dont Megatron et Sentinel Prime. Le projet ultime de Joyce est le drone Galvatron. Les gentils veulent infiltrer l'entreprise, mais Cade se fait prendre. Finalement, les Autobots attaquent KSI et sauvent l'humain. Sauf que pas de chance, après ça, c'est Optimus et Tessa, la fille de Cade, qui se sont fait avoir et enfermés dans un vaisseau prison. C'est à ce moment-là que Optimus découvre dans sa prison qu'il est en fait un chevalier et qu'il n'est pas le seul. Un combat s'engage alors dans les rues de Chicago. Les Autobots s'en sortent, Joshua délocalise sa petite entreprise en Chine, comme tout bon capitaliste, et revoit la programmation de son Galvatron. Durant une pause méritée, on apprend alors que Megatron survit dans le corps de Galvatron et qu'il dirige un peu tout quoi. D'ailleurs, il va rapidement prendre le contrôle pendant que Joyce retrouve un peu de lucidité et tente un retour dans le camp des gentils. De son côté, Optimus ne souhaite plus aider les humains. Un conflit s'en suivra avec Galvatron et ses Decepticons, ses autres chevaliers sont libérés, et il s'avère que c'était les Dinobots. Tout ce petit monde finit par l'emporter sur Galvatron, qui promet de revenir, mais Lockdown surgit et empale Optimus. Bon, il s'en remet et grâce à ses amis finit par vaincre le Decepticon. Prime s'envole alors vers le ciel pour aller affronter ses créateurs. Fin de l'histoire. 'Cause I'm coming for you. Sorti en 2017, The Last Knight signe le retour de Josh Duhamel apparu dans les premiers opus et qui partage l'affiche cette fois-ci avec Mark Wahlberg. Pour moi, il reste le moins bon des 5 et le plus foutraque. Pas très apprécié, il signe la recette la plus faiblarde de la saga. Faut dire que les scénaristes font encore plus fort que d'habitude. Après l'extinction des dinosaures, Tchernobyl et le voyage dans la Lune, les Transformers interagissent encore avec l'histoire du monde. Cette fois-ci au Moyen-Âge avec l'épopée arthurienne. On découvre alors que le roi Arthur a été aidé par un chevalier Transformers qui a remis à Merlin, joué par Joshua visiblement, qui vient directement de Transformers 4, enfin bref, qui a remis à Merlin une relique, un bâton permettant de contrôler un dragon géant, Dragonstorm. Camelot est victorieux et hop, direction le 21e siècle. Optimus se balade dans l'espace et une corne métallique sort de la mer. Les Transformers sont toujours traqués, cette fois-ci par la TRF, et on s'en fout complètement de ce que ça veut dire, on avance. À Chicago, on retrouve Cade Yeager et Bumblebee qui pratiquent la guérilla et récupèrent un étrange artefact, un talisman. Mais Cade se fait attraper par la TRF, dont on se fout toujours de la signification, et qui était sous la surveillance de Barricade, un rescapé Decepticon, et l'artefact se transforme alors en robot et il se tire. Lennox arrive à son tour et tout le monde repart dans son coin. Barricade révèle alors l'origine de l'artefact, capable de trouver la fameuse relique dont j'ai parlé dans l'introduction. Pendant ce temps, Optimus Prime passe des vacances sur Cybertron où il rencontre Quintessa, sa créatrice. Cade retrouve ensuite le talisman dans sa voiture. Des gens qu'on n'a jamais vus expliquent à haute voix que le chevalier a été choisi. Et puis ensuite... Et puis ça me saoule. En fait, comme pour les autres, il y a plein de péripéties. Alors, en vrac, je vous le dis. 1. Quintessa explique à Optimus qu'il faut récupérer son bâton piqué par un de ses 12 chevaliers. 2. Des cornes sortent à plusieurs endroits sur Terre. 3. Une planète va entrer en collision avec cette même Terre. 4. On découvre lors de Witwican, sorte de société secrète qui protège l'histoire des Transformers qui aident les humains depuis les chevaliers de la table ronde. 5. Nemesis Prime fait son apparition et en fait c'est Optimus contrôlé par Quintessa. 7. La Terre en fait c'est Unicron et il faut la détruire avec le bâton pour restaurer Cybertron. 8.
Vous vous rendez compte que j'ai pas dit de numéro 6. 9, d'ailleurs, la fameuse planète qui va entrer en collision, c'est Cybertron qui finalement essaye de s'agripper à elle. Le monde est complètement perdu. 10, Megatron donne le bâton à Quintessa, le monde est vraiment perdu pour le coup. 11, il y a un dragon à 3 têtes. 12, il y a une fusion de robots. Je sais, c'est un peu décousu, moi je vous retranscris ça pêle-mêle aussi. Ouais, enfin pêle-mêle c'est gentil, c'est surtout un peu le bordel. On nous laisse sur un gros cliffhanger à la fin qu'il faudra régler dans le prochain film. La Terre et Cybertron sont maintenant réunis et il va falloir faire avec parce que ce film est jamais arrivé, en tout cas pas en 2025 quand je vous en parle. Changement d'équipe en 2018, un an à peine après le 5e opus, Paramount lance un nouveau film, cette fois-ci réalisé par Travis Knight, ancien rappeur pistonné par papa, pour être animateur stagiaire chez Will Winto et qui a réalisé 3 pauvres films dont Bumblebee. C'est vous dire comme on est fébrile à l'annonce de son nom. Pour compenser, il sera cité d'un monstre au niveau de l'écriture, Christina Hodson, qui a fait... Ah bah pas grand chose en fait, hein. Mais c'est quelqu'un de très talentueux, hein. Elle a fait quelques petits trucs après, hein. Birds of Prey, Bad Girl et The Flash. Alors pas la série, hein, le film très critiqué. Bon, Travis Hodson, c'est quand même le duo de la peur. Hein. Nouveau casting aussi avec Hailey Steinfeld et le catcheur John Cena. Le film est à la fois une préquelle puisqu'il se passe avant les 5 films et un reboot car il modifie pas mal la continuité. Et franchement, autant les autres ont pas mal de défauts, mais je les ai tous appréciés, enfin sauf un, autant celui-là, je l'aime pas. Mais alors, pas du tout. Et pourtant, hein, il a reçu de bonnes critiques. Hein. Le point positif de ce film, c'est qu'il sent bon les années 80. Alors, bonne critique, mais pas super accueil non plus, puisqu'il est juste derrière The Last Night en recette. Alors, l'histoire se recentre sur Bumblebee, hein, d'où le nom. C'est la guerre entre Autobots et Decepticons sur Cybertron. Bee est missionné pour aller en reconnaissance sur Terre, pour établir une base. Ben voyons... Pourquoi pas. Donc Bee arrive sur Terre, scanne une Jeep pour faire son mode alternatif et affronte le Decepticon Beatswing, qui rendra Bumblebee muet avant de mourir. Gravement blessé, Bee scanne une coccinelle et change de mode alternatif avant de sombrer. Notez au passage que Volkswagen a finalement accepté de participer au film de combat, faut dire que les recettes monstrueuses des films précédents doit faire réfléchir. La petite Charlie trouve Bee et active un signal et 2 Decepticons se mettront ensuite à sa poursuite. Après, quelques scènes inintéressantes, Charlie retape Bee et découvre sa vraie nature, le reste est chiant comme la mort, avec l'affrontement de 2 Decepticons, Bumblebee finira par scanner la fameuse Camaro que trouvera Sam Witwicky 20 ans plus tard, Optimus rejoint Bee et le félicite pendant que des Autobots arrivent sur Terre. Fin du film. Nous sommes en 2023, nouvelle équipe à nouveau, et cette fois-ci beaucoup plus centrée sur les Transformers, puisque finalement les humains sont assez accessoires. Le film est réalisé par Steven Caple Jr., auteur du bon Creed 2 juste avant. Je vais pas vous le compter complètement, il est sorti il y a un an, mais il se déroule 7 ans après Bumblebee, et met en scène les Maximals, attaqués par Unicron, le dévoreur des planètes, qui envoie ses héros chez les Maximals pour obtenir la clé de transdistorsion qui ouvre des portails dans l'espace et le temps. Ce qui frappe d'entrée, c'est la pauvreté du scénario en réalité. Alors que les précédents faisaient s'entremêler 3, 4, voire 5 histoires, ici il n'y en a véritablement qu'une ou deux, et cela se résume en gros à la recherche de la clé divisée en deux. Ce n'est pas pour autant un mauvais film, c'est un divertissement d'action, on n'y va pas pour réfléchir, et j'avoue que ça marche plutôt bien. La scène de fin annonce un crossover très moqué, mais complètement approprié quand on connaît l'histoire des Transformers. Je vous le rappelle, c'est avec les G.I. Joe. À suivre donc. G.I. Joe. Globalement, il y a à boire et à manger dans Transformers, et tout dépend de ce que vous attendez. Si c'est du cinéma de divertissement où l'on pose ses neurones, alors vous pourrez apprécier. Si vous souhaitez une belle histoire avec des personnages construits et profonds, vous serez forcément déçu. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix en réalité. En ce qui me concerne, quand je regarde Transformers, j'attends que ça pète et que ça se transforme, voilà, ni plus ni moins. Alors le cinéma de Michael Bay me convient tout à fait pour ça, hein, même s'il a ses défauts. Alors je trouve dans l'ensemble que c'est parfois très brouillon de suivre, limite à quelques exceptions près, les robots se ressemblent tous, chose davantage corrigée d'ailleurs avec Rise of the Beast. Donc, pour finir en beauté, je vais me risquer à un petit classement des 7 films tout à fait personnels qui n'engagent que moi. Et je le répète, chacun a sa lecture du film et son propre classement. Je ne fais que présenter le mien, sachant que la critique n'a jamais été très tendre avec Transformers, ce qui n'empêche pas la série d'être rentable. Et je trouve d'ailleurs que beaucoup de critiques sont un peu dures par rapport à ce que le film promet. Un simple divertissement à base de robots qui se transforment, c'est tout. Et de ce point de vue, c'est plutôt efficace en fait. Sur le net, je constate que les avis divergent, mais beaucoup s'accordent à dire que le 5e opus est bien pourri. Allez, on commence.
91% hors catégorie Bumblebee. Alors plutôt apprécié, je suis pas fan, mais en même temps je lui reconnais des qualités en tant que film, mais pas en tant que film Transformers. Ils ont essayé de faire un film un peu plus intellectuel en répondant à toutes les critiques sur les opus précédents. Et pour moi, ça prend pas. D'aucuns apprécieront l'humanisation de Bumblebee, moi j'adorais l'échelle grandiose des premiers où ça débordait du cadre. L'histoire de Charlie, aussi émouvante soit-elle, est chiante et me sort complètement du film. Pour moi, un film Transformers, c'est un film où j'en prends plein les mirettes, point barre, où ça pète dans tous les sens, où j'ai plein de robots qui se transforment et qui s'arrachent la tête. Je ne retrouve pas cette ambiance dans celui-ci. Alors certes, c'est une orientation voulue et parfaitement assumée, mais ça ne prend pas chez moi, même s'il surfe beaucoup sur la nostalgie des années 80 dont je suis friand. Et quand je vois que sur Rotten Tomatoes, il a 91%, ce qui le place devant tous les autres, j'ai du mal à comprendre. Alors je comprends qu'il soit plus apprécié, mais un tel écart avec le second, plus apprécié qui a 57% seulement, c'est complètement mystique pour moi. Bon, mais en réalité, c'est plus la critique professionnelle qui m'énerve, car elle place le film en tête de liste juste parce qu'il est différent des autres. Mais la différence n'en fait pas un meilleur film. Cela étant, je vous accorde un truc, je suis de mauvaise foi, le film n'est pas le pire qualitativement, il est même bien. Le pire, c'est le numéro 6. Donc numéro 6 avec 16%, The Last Night. Alors, ici il y en a de l'action, hein. Mais ce film part tellement en vrille dès le départ. J'avais déjà eu du mal avec l'Opus 3 et Tchernobyl et la course à l'espace, mais bon, sans intégrer les Transformers dans l'histoire de l'humanité, avec les Chevaliers de la Table Ronde et l'ordre ridicule des Witwican, et rien qu'avec ça, le film me perd dès le départ tellement c'est n'importe quoi. La continuité est mise à mal avec un scénario pas terrible qui se complexifie inutilement et devient indigeste, associé à un manque de dynamisme par rapport aux autres films, même si visuellement, je l'avoue, ça reste très beau. En plus de ça, il y a une ouverture à la fin, plutôt sympa, qui est abandonnée complètement. Enfin, j'ai l'impression. Dommage. Alors la première trilogie arrive clairement à bout de souffle avec Dark of the Moon. On sent que ça tire pour conserver la construction des deux premiers opus, qui entremêlaient plusieurs histoires en même temps. Du coup, on essaye de recoller à l'histoire en expliquant deux grands événements majeurs du XXe siècle, mais c'est un peu trop téléphoné pour moi. En plus de ça, le protagoniste féminin, dont l'actrice mannequin est là uniquement pour montrer ses fesses, est relégué au rôle de potiche, là où Michaela avait quand même un peu plus de consistance. Reste la réalisation de Michael Bay, fidèle à lui-même, et le final déjanté où Optimus montre qu'il est vraiment pas là pour rigoler. Rise of the Beast. Alors celui-ci, j'en attendais pas grand-chose parce que je n'aime pas du tout le concept des Maximals, mais force est de constater qu'on passe un bon moment. Le scénario est simplifié, puisqu'on ne suit pas 5 ou 6 intrigues en même temps, et il est plutôt efficace. Il y a un retour aux sources avec des robots plus anguleux qui collent davantage à la première génération de Transformers. Mais bon, ça reste un film moyen qui mérite la place entre le bon et le pas bon. Second volet de la saga, je trouve que Michael Bay nous propose ce qu'il fait de mieux, l'esthétisme. Bien réalisé et rythmé. On a clairement du grand spectacle. Alors certes, d'aucuns critiqueront les scénarios et surtout l'aspect blague lourde qui entache un peu le film et les clichés autour de Megan Fox. Et ça, je le comprends tout à fait. On avait déjà eu ça sur le premier épisode, mais ça passait mieux car c'était le premier justement et un peu plus subtil. Mais bon, c'est un peu la marque de fabrique de la série, hein. Les scènes de fight sont superbement chorégraphiées avec un combat final très spectaculaire. J'ai apprécié. Le premier de la série est clairement une réussite et a plutôt bien vieilli. On découvre émerveillé le concept, le scénario est correctement construit, on suit plusieurs histoires en même temps, Michael Bay nous en met plein la vue, techniquement c'est magnifique, tout est bon. Tout ? Peut-être pas, car un élément résiste toujours et encore à mon appréciation des films où il apparaît, Shia LaBeouf. Je n'aime pas cet acteur, mais alors, pas du tout, et ça coûte la première place au film. Alors c'est marrant parce que je mets en dernier le plus apprécié sur Rotten Tomatoes, et en premier l'un des pires selon le public. Comme quoi tous les goûts sont dans la nature en fait. Alors j'ai bien aimé l'intégration des Dinobots et l'intégration des Transformers dans l'histoire de la Terre qui me paraît un peu plus plausible que Tchernobyl ou Kaamelott. Ouais, c'est pas faux. Le film conserve les qualités des précédents, c'est rythmé, les histoires s'entremêlent tout en restant lisibles, le casting a été revu et on s'en sort plutôt pas mal. Et puis franchement, voir Optimus chevaucher un T-Rex, c'est quand même une sacrée image de ciné. En parallèle, la Paramount avait annoncé les épisodes 8 et 9 pour une nouvelle trilogie faisant suite à Rise of the Beast. D'ailleurs, la scène post-générique de ce dernier est laissée entrevoir, donc le fameux crossover avec G.I. Joe, ce qui est complètement cohérent avec l'univers Hasbro. Mais au final, on a eu le droit à la sortie d'un film d'animation, marquant le lancement, a priori, d'une nouvelle trilogie, mais qui n'ont pas de lien direct avec les films live. Et comme je l'ai vu, eh bien je peux vous en parler pour finir.
Donc Transformers le commencement est un long métrage réalisé par Josh Cooley, à qui l'on doit Toy Story 4, le casting voix est sympathique, Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry, Scarlett Johansson, Lawrence Fishburne. Le projet est né en 2015 et vise à raconter l'origin story du conflit entre Autobots et Decepticons, mais dans une version assez simple et accessible à toute la famille car c'est un film familial. Et pour m'être plongé dans l'histoire des Transformers, je peux vous assurer que oui, c'est très simple. D'ailleurs, pour être franc, j'avais prévu une vidéo sur l'histoire des Transformers, mais c'est tellement complexe, avec des lores différents, que pour l'instant j'ai mis ça de côté, peut-être un jour, mais pas dans cette rétro là. De mon point de vue, Transformers c'est un bon petit film d'animation, il n'est pas extraordinaire, mais il est suffisamment divertissant pour passer un bon moment, du moins sa seconde partie, car je vous avoue que je me suis un peu ennuyé sur la première. Transformers, c'est l'histoire d'une amitié contrariée entre Orion Pax, le futur Optimus Prime, et D16, le futur Megatron. Cela étant, ce n'est pas une nouveauté puisque la piste du lien amical avait déjà été explorée par le passé dans la série Transformers Prime. Mais ici, l'environnement est beaucoup plus simple. Optimus et Megatron sont deux bots mineurs dont la seule et unique fonction est d'extraire de l'Energon pour le bien de la communauté puisque le flux de Cybertron s'est arrêté. Très vite on se rend compte qu'il existe deux strates de population, les mineurs sans cog qui ne peuvent pas se transformer et les bots avec cog qui eux peuvent se transformer. On a donc une histoire avec une lutte des classes en toile de fond et c'est plutôt intelligemment présenté. Optimus va se mettre en quête de la matrice de commandement afin de rétablir le flux de l'Energon et de rendre la vie meilleure sur Cybertron. Chose que n'arrive pas à faire le leader autoproclamé Sentinel Prime. Voilà pour le pitch. Comme je vous le disais, je trouve le film plutôt intéressant malgré l'aspect comique qui est parfois trop prenant. Cela étant, Bee est un excellent comic relief et notamment son fameux Badassatron qui balance à tout bout de champ. Badassatron, which is actually pronounced Badassatron. Mais Optimus a aussi ce côté un peu humour qui me semble pour le coup de trop. Graphiquement c'est plutôt bien réalisé, parfois un peu lisse, notamment les visages, et une sorte de paradoxe général, c'est-à-dire que par moments on a des séquences vraiment bien foutues en 3D et tout, notamment lors des combats, et parfois on revient de l'animation vraiment standard qu'on retrouvait dans les dessins animés des années 2000. Et c'est surtout visible sur le background de l'univers. Évidemment, comme vous en doutez, on va suivre l'évolution de Megatron, de gentil pote d'Optimus au mégalomane que l'on connaît. La transformation peut paraître un peu expéditive, mais au final, je trouve que ça passe plutôt bien avec des points d'étape assez clairs. Bon, côté dialogue, rien de transcendant, c'est du basique. En termes de rythme, c'est plutôt pas mal, même si je me suis ennuyé la première demi-heure, trop axé pour moi sur l'exposition des personnages, mais ensuite, ce sera beaucoup plus soutenu et appréciable. Ce qui me gêne dans ce film, c'est ce qu'il aurait pu être. J'ai l'impression de voir un film d'une équipe qui se repose un peu sur ses lauriers, qui fait du basique, sans prendre de risques, alors qu'il y avait un très gros potentiel non exploité, qui me laisse sur ma faim. Bon. En famille, je le conseille très clairement. J'en ai fini avec cette quatrième partie, je vous donne rendez-vous pour la dernière partie, les jeux vidéo et quelques produits dérivés. En attendant, prenez soin de vous.